Je m'appelle Arnaud Augustin et je suis data engineer chez Cycara depuis un peu moins de 2 ans. Donc Cycara, nous, on travaille sur des projets sur mesure avec des clients dans le domaine de la computer vision et du data engineering. Et en l'occurrence, là, je vais vous parler d'un use case qu'on a eu sur un projet de data engineering donc pour automatiser l'ingestion de données, données qui nous servent ensuite à réentraîner nos algos. Et pour cette automatisation, on s'est servi d'Airflow que je vais également introduire. Donc pour commencer, spoiler alert, voilà tout ce qu'on va voir pendant la présentation. Je vais vous présenter le use case en question pour du machine learning. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi Airflow répondait bien à notre use case et où ça a vraiment apporté de la valeur. Je donnerai aussi quelques chiffres sur ce framework. Ensuite, je présenterai quelques forces et faiblesses d'Airflow et je montrerai un petit exemple de code pour implémenter justement une pipeline. Donc pour commencer, quel est notre cas d'usage? Donc en fait, nous, on a des clients qui vont prendre des photos quotidiennement. Donc il y a des photos qui vont être prises et qui vont remonter à une certaine heure de la journée qui n'est pas forcément fixe. Nous, on va recevoir ces images, on va vouloir les labelliser, donc y associer des labels et stocker ces informations dans notre base de données dans le but de rentrer nos algorithmes. Donc ici, ça c'est un flux assez simplifié, c'est un peu grosse maille, mais quand on se penche un peu plus dans le détail, il y a beaucoup de petites tâches qui peuvent être assez chronophages. Typiquement, comme je vous l'ai dit, les photos qui remontent, nous, elles remontent sur S3, donc qui est un AWS pour stocker des fichiers de manière simple. Donc quand on les reçoit, on doit ensuite préparer la tâche de labellisation, l'envoyer à une société qui est responsable de la labellisation, donc une société professionnelle pour ça. Ensuite, une fois qu'ils ont le résultat, on attend les résultats pour les vérifier en interne sur un outil qu'on développe en interne. Et une fois que les résultats ont été vérifiés, on les ingère dans notre base de données. Et en fait, tous ces moments un peu de synchronisation où on est en train d'attendre que la labellisation arrive, ce moment où on envoie sur notre outil en interne, etc., ça c'est assez chronophage. Et donc on a eu ce retour de notre client. Donc le fait est qu'on a mis environ 5 jours entre le moment où les données étaient disponibles et le moment où elles ont été stockées dans notre base de données. Et notre client a trouvé que c'était trop long pour pouvoir faire des rentraînements, qu'on n'était pas assez réactif sur les rentraînements. Donc on a commencé. Et en plus, c'est pas possible de scaler en faisant ça manuellement, parce que notre but c'est de justement partir en production chez plusieurs clients. Donc on a commencé à réfléchir à comment automatiser notre flux. Et c'est là qu'on s'est intéressé justement à Airflow. Donc qu'est-ce que Airflow? C'est un framework Python qui permet de faire de l'ETL. Donc ETL, c'est l'acronyme pour Extract, Transform et Load. Donc ça, c'est les 3 grosses briques qui constituent l'ingestion de données. C'est un framework qui est développé depuis début 2015 initialement par Airbnb. Et ça a ensuite été, donc un peu plus de 2 ans après, ça a été incubé par la fondation Apache. Donc c'est un projet open source. Il y a un petit peu plus de 1000 contributeurs, donc ça c'est les chiffres de la semaine dernière. Un peu plus de 1000 contributeurs et plus de 15 000 stars sur le repo, donc il y a une communauté qui est assez active. Il y a aussi un Slack que vous pouvez trouver si vous êtes intéressé, où vous pouvez avoir les dernières news un peu sur les features qui sortent et même être plus proche de la communauté et obtenir des réponses assez rapidement à vos questions. Donc ça c'est intéressant, il y a une communauté qui est quand même assez dynamique. Donc là je vais vous montrer un screenshot. Donc ça c'est typiquement l'interface d'Airflow. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'on a ici notre DAG. Donc DAG, j'utiliserai ce mot-là dans la présentation après, mais c'est Directed Acyclic Graph. Donc c'est un graphe qui est dirigé, puisqu'il y a des dépendances entre les différentes tâches. Et acyclique, puisque s'il y a un cycle, on ne peut jamais sortir de notre pipeline. Donc l'interface nous permet de voir où en est notre flux, quelles sont les étapes en cours, quelles sont les étapes qui ont échoué. On peut aussi relancer des étapes. Donc ça nous permet vraiment de monitorer l'avancement de notre traitement de données. Un peu plus en détail, notre pipeline Airflow, donc ici il y a un zoom sur la pipeline. Typiquement, on voit que la première tâche c'est Images Sensor. Donc on attend que les images soient disponibles. Donc c'est Airflow en fait qui attend qu'elles soient disponibles, qui va régulièrement voir sur S3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement s'intégrer avec des services extérieurs. Donc typiquement, avec pas mal de clouds, que ce soit AWS, GCP ou Azure, on peut s'intégrer facilement. Il y a déjà beaucoup d'opérateurs built-in fournis par Airflow. Je vous montrerai un peu plus concrètement ce que ça veut dire dans l'exemple de code ensuite. Mais voilà, donc notre pipeline peut se connecter à AWS. Ici, là, c'est notre outil en interne. Et enfin, à la fin de la pipeline, on ingère les données dans notre base de données. Quels sont les plus et les moins? Donc pour donner un peu les points positifs d'Airflow, j'ai comparé à qu'est-ce qu'on utilise comme solution basique quand on veut automatiser une tâche. Donc en fait,
quand on veut automatiser une tâche, la première réponse qui vient, c'est d'utiliser cron. Donc cron, c'est un programme qui va permettre à des utilisateurs Unix de lancer des scripts ou des commandes de manière récurrente à une certaine heure de la journée, une fois par semaine, etc. Mais ce qu'apporte Airflow en plus, c'est qu'on va pouvoir faire de la dépendance entre des tâches. Donc typiquement, si une tâche échoue ou n'est pas encore terminée, on ne va pas lancer la tâche suivante. Il y a beaucoup d'intégrations built-in, comme je vous l'ai dit précédemment, avec le cloud, mais aussi avec plusieurs types de bases de données, avec des CI, etc. On peut monitorer facilement, donc suivre l'avancement et gérer les lancements. Donc si jamais il y a une pipeline qu'on veut relancer, on peut la relancer. Il y a aussi un système de retry. Donc le retry, c'est-à-dire que si on a une tâche de notre pipeline qui va échouer, on peut paramétrer pour que, par exemple, 15 minutes après, la tâche se relance ou 1 heure après, elle se relance, de manière à être plus robuste, avoir des pipelines plus robustes. Et on peut également les arrêter si on voit que ça ne nous intéresse pas ou qu'on n'aurait pas dû les lancer, on peut les arrêter. Quels sont les poids d'intention que nous, sur le projet, on a relevés? Donc là, j'en ai mis 3. Il y en a un premier, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs d'Airflow dans la salle. Est-ce que, s'il y en a qui utilisent, est-ce qu'ils pourraient lever la main pour un petit sondage rapide? Ok, donc il y en a pas du tout. Voilà, donc en fait, concernant la gestion des dates, la philosophie d'Airflow, c'est de se dire, au jour J, on va traiter la donnée du jour J-1. Donc on attend que forcément la journée J-1 soit terminée pour commencer à la traiter. Ce qui fait que quand une pipeline se lance au jour J, elle est identifiée avec le timestamp du jour d'avant. Et ça, en fait, mine de rien, tous les jours, ça apporte un petit peu de confusion et tous les développeurs qui ont travaillé avec Airflow, il y a un petit peu ce petit coup à l'entrée, donc il faut être attentif à cette question-là. Ensuite, concernant la mise à jour des pipelines, donc on peut, nous on a eu un petit point dur là-dessus, c'était qu'on avait une pipeline qui était implémentée, qui était sur notre production, et on a voulu rajouter une tâche au milieu. Sauf que donc le scheduler Airflow, qui est là pour dire ok, cette tâche peut être lancée, toutes les dépendances sont terminées, ou cette tâche ne doit pas encore être lancée parce que toutes les données ne sont pas prêtes, etc. Le scheduler en fait est perdu si on rajoute une tâche en plein milieu, parce que les dépendances vont changer, etc. Et du coup, si on vient écraser, l'idée est de venir écraser l'ancien code, mais il faut faire attention du coup, parce qu'on va vouloir relancer toute la pipeline, et il faut faire attention au concept d'idempotence. Donc ça, c'est pas spécifique à Airflow, mais généralement en ETL, il faut faire en sorte que la pipeline, qu'on la lance une fois ou 100 fois, le résultat soit le même. Parce que dans les faits, on a besoin de relancer des tâches, on a besoin de relancer nos pipelines. Donc c'est un point d'attention qui est intéressant. Et enfin, le versionning des DAG. Ce n'est pas géré directement par Airflow, mais nous, typiquement, on a des clients qui avaient un format de données qui avait changé, et on avait donc besoin d'avoir une nouvelle version du DAG. Donc on avait des clients qui avaient des anciennes versions, des clients qui avaient des nouvelles versions, et on a dû recréer une nouvelle pipeline. En fait, on n'avait pas de manière de dire, ces clients-là vont tourner avec telle version de la pipeline, et ces nouveaux clients vont tourner avec une seconde version. Donc ça, c'est les points un petit peu de complexité qu'on a rencontrés. Donc maintenant, pour vous présenter un exemple de code, donc là vraiment c'est un code minimal pour avoir une petite pipeline avec juste 2 tâches dont l'une est dépendante de l'autre. Donc on voit tout d'abord qu'on importe les opérateurs d'Airflow dont on a besoin. Là ici il y a un Python opérateur, donc c'est un opérateur qui va nous permettre de lancer une fonction Python qu'on a définie nous-mêmes. Et ici il y a un S3 Key Sensor. Donc un sensor, c'est un type de tâche Airflow qui en fait va attendre, qui va taper sur une API régulièrement et qui va attendre que la réponse renvoyée soit positive. Typiquement, un S3 Key Sensor, c'est un sensor qui va permettre d'attendre qu'un fichier soit disponible sur S3 avant de dire moi c'est OK et de pouvoir débloquer la tâche suivante. Et ensuite, on peut voir que, donc là on utilise un context manager, on passe à notre DAG l'intervalle de scheduling, donc on lui dit de se lancer une fois par jour. Et on peut définir nos 2 tâches de cette manière-là. Donc typiquement, quand je parlais d'intégration facile avec S3, ça se traduit par ce type d'opérateur. Donc là, on a un opérateur, on lui dit, tel est le fichier qu'on veut regarder, et ça, c'est le bucket S3 sur lequel on s'attend à avoir le fichier. Donc ça enlève beaucoup de complexité, on n'a vraiment qu'à passer les paramètres qui nous intéressent, et donc ça permet aussi de faire moins d'erreurs, c'est déjà implémenté. Et ensuite, on définit notre deuxième tâche Python. Et pour définir une tâche une dépendance entre 2 tâches, on utilise cet opérateur, donc double chevron ici. Donc là, c'est une pipeline très simple avec juste 2 tâches, mais on pourrait imaginer donc, plusieurs définitions de dépendance entre les tâches. Et alors des pipelines un peu plus compliquées que juste une pipeline linéaire que je vous ai montré au début, mais avec différentes branches, etc.
Voilà, donc pour conclure, voilà ce qu'on peut retenir de ce que je vous ai présenté. Donc la communauté Airflow est assez dynamique. Il y a plus de 1000 contributeurs et il y a plus de 300 boîtes qui sont recensées par Airflow sur leur GitHub. Mais à mon avis, il y en a beaucoup plus que 300. Typiquement, Mano Mano n'est pas présente sur le Airflow, sur le GitHub Airflow et je sais qu'ils s'en servent ici. Nous, ça nous a vraiment permis de réduire le lead time et de gagner en vitesse vraiment sur les moments d'attente un peu où il fallait se synchroniser avec des partenaires extérieurs. Donc ça, on a réussi. Maintenant, quand il y a une journée de données qui remonte, on sait que 2 jours après, on peut avoir les données ingérées dans notre base de données au lieu de plus que 5 jours avant et en s'interfaçant bien avec nos partenaires. Donc je vous ai présenté un exemple de code minimal. Ça, c'est un avantage d'Airflow, c'est que c'est en Python, donc c'est assez simple d'accès. Il y a d'autres outils, mais typiquement, ça peut être du XML ou des choses un peu plus complexes, moins claires. Et enfin, les points d'attention, donc la gestion des dates, c'est un petit peu, un peu bête, mais mine de rien, si on veut commencer à travailler avec Airflow, c'est un truc auquel il faut s'habituer. Et l'idempotence, je pense que c'est un concept qui est très intéressant, c'est très important en data engineering. Et nous, on s'est un peu cassé les dents dessus, donc voilà. Donc merci beaucoup, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a d'autres outils que Airflow qui peuvent permettre de faire les mêmes choses? Alors nous, pourquoi Airflow? Parce qu'on avait déjà travaillé avec Airflow avant. J'ai pas d'expérience, non, on n'a pas vraiment fait de benchmark des autres outils. C'est celui-là pour le moment qui a l'air d'être le plus dynamique et qui est venu assez naturellement. En termes d'avantages que j'ai en tête là d'Airflow, celui que j'ai cité, c'est du Python. Donc c'est du pur Python, donc c'est vraiment, on peut vraiment aller implémenter facilement une première pipeline pour tester, s'amuser. Et ensuite, concernant la gestion, si on veut scaler un peu, avoir une pipeline qui demande plus de ressources, il y a une gestion des workers aussi, qui est assez bien intégrée directement avec Airflow. Donc il y a un scheduler qui va lui-même aller lancer des workers quand il en a le plus besoin, etc. Donc ça, c'est 2 points positifs d'Airflow. Et sinon, dans les autres outils, juste pour vous donner les noms, il y a aussi Luigi, si ça vous intéresse. Il y a Azkaban, Oozie, qui me viennent en tête. Et sinon, les crons, si jamais ça suffit. Alors nous, non, justement, on n'utilise pas de SaaS. On l'héberge sur une de nos machines, sur un serveur qu'on a dans la boîte. C'est en local, en fait, c'est en local. C'est une bonne question parce que justement le fait que ce ne soit pas en SaaS, en termes d'infrastructure, quand on veut complexifier un peu la pipeline, ça demande d'implémenter par exemple des queues ou justement cette gestion des workers, faire en sorte que le code soit bien synchronisé entre les workers, etc. Donc ça demande un peu plus de dev côté infra. Mais je sais que ça existe en managé. Alors pas sur AWS à ma connaissance, mais je crois que sur GCP il y a un service managé. Si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est à confirmer. Et je sais qu'il y a aussi alors je crois que c'est astronomer.io, vous pouvez aller voir, qui fait du Airflow Manager. Ouais.